Bonjour et bienvenue à tous au webinaire Objectif Zéro Phyto numéro 5. Nous allons traiter aujourd'hui des plantes allergènes pour avoir toutes les clés pour les éviter et avoir du nez pour les éviter, bien sûr. Nous avons donc deux intervenants parmi nous, Samuel Monnier et Anne-Marie Ducasse, que vous voyez à l'écran. Je suis moi-même Florie Richard de la Fredon Occitanie. J'anime la mission Ecophyto GV sur le secteur ouest de la région et je suis accompagnée de Florian Martel, qui est mon homologue sur le secteur est de la région. Je vais animer ce webinaire. Florian assurera la gestion en coulisses de l'événement, c'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions-réponses et Florian se chargera de les relayer dans les temps d'échange prévus avec les intervenants. Vous n'avez ni le micro, vous ne pouvez pas non plus être vu via une caméra, c'est tout à fait normal pour les participants. Je vous précise aussi que ce webinaire est enregistré et qu'il est ensuite mis en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, il suffit d'aller sur cette plateforme et de taper Fredon Occitanie Zéro Phyto et vous allez retrouver toutes les vidéos. On les met le plus rapidement possible suite à l'événement. Vous pouvez aussi retrouver les diaporamas sur notre cloud en ligne. On vous mettra tous les liens dans un mail récapitulatif suite à l'événement. Alors, je vais tout de suite commencer par introduire le sujet. Pourquoi parlons-nous de plantes allergènes aujourd'hui? Tout simplement parce qu'une des clés pour gérer les espaces publics ou espaces non agricoles en général sans utiliser de produits phytosanitaires, c'est aussi d'utiliser le végétal et de mettre à profit cette ressource et de végétaliser les espaces. Mais encore faut-il faire attention à ne pas créer d'autres problèmes en introduisant bien trop d'allergènes. Nous avons donc demandé à Samuel Monnier du RNSA, donc le Réseau national de surveillance aérobiologique, de nous présenter les outils qu'ils ont créés à l'attention des gestionnaires, qui sont des outils clés en main que vous pourrez mobiliser dès la fin de ce webinaire. Et nous avons aussi demandé à Anne-Marie Ducasse, donc qui est notre collègue au sein de Fredon Occitanie et qui anime la mission de lutte contre les ambroisies, d'être présente parmi nous parce que il est important d'éviter les allergènes quand on végétalise, surtout en cette période, mais parfois on subit la présence de plantes exotiques envahissantes, et notamment l'ambroisie. Et donc Anne-Marie sera là pour nous donner un petit peu des clés en tant que gestionnaire pour agir. Alors, je vais donner la main à Samuel. Alors, je suis désolée, le diaporama n'a pas avancé comme il se doit, donc je vais afficher en tout cas les intervenants et ensuite passer la main à Samuel. Florian, peut-être que tu peux passer la souris à Samuel pour qu'il puisse avancer à sa guise. Et de pouvoir nous présenter les outils clés en main pour vous. Eh bien, est-ce que tout le monde m'entend bien? J'espère que le son est bon. Oui, Super. c'est très Le bien. son a l'air très Parfait. bon. Parfait. Merci Merci Samuel. en tout cas. Merci de me permettre d'intervenir dans ce webinaire. Donc, on m'a déjà présenté, hein, Samuel Monnier. Moi, je travaille depuis 10 ans au RNSA, donc le réseau national de surveillance aérobiologique. Donc, on est en charge de la mesure des pollens dans l'air pour informer au mieux les personnes allergiques au pollen. Je suis aussi responsable communication au sein du RNSA. Donc, voilà, pour communiquer sur les risques liés au pollen. Alors, le PowerPoint est là, il Voilà, avance. parfait. Super. Donc voilà, responsable communication partenariat. Quelques mots sur notre réseau. Donc on a un réseau de capteurs de pollen. La carte que vous voyez ici, hein, c'est tous nos capteurs de pollen. On en a 80 sur tous les territoires dans les grandes villes de France. Et on en rajoute quelques-uns. Vous voyez les points rouges, hein, sur la carte, surtout le long de la vallée du Rhône, pour suivre particulièrement l'ambroisie. Donc plante très allergisante dont parlera Anne-Marie juste après ma présentation. Donc, grâce à ces capteurs de pollen, on a donc des données pollen et aussi des données moisissures, hein, parce que vous savez aussi les spores de moisissure, certaines spores sont très allergisantes, donc on les mesure aussi dans l'air. On a aussi un réseau de médecins sentinelles, donc c'est ces médecins qui nous font remonter les symptômes qu'ils observent chez leurs patients, c'est les données cliniques, hein, on appelle. Donc, c'est les symptômes liés à l'allergie au pollen qui nous font remonter chaque semaine, qui nous permettent justement d'adapter nos prévisions, nos risques d'allergie. Et puis des données phénologiques. Alors là, c'est la phénologie, c'est l'étude de la floraison des espèces, hein. Donc on a des jardins botaniques qui travaillent avec nous sur tout le territoire et qui nous font remonter aussi l'état de floraison des espèces. Et notre mission, bien sûr, c'est d'informer au mieux, hein, sur la prévention du risque associé au pollen et au sport de moisissure en France.
Ou juste une petite diapo pour expliquer voilà, qu'on travaille avec des données passées, des données présentes, et puis l'idée, bien sûr, c'est de prévoir, donc de donner une prévision du risque d'allergie d'exposition au pollen pour les jours à venir. Donc, les données passées, ben, c'est nos données pollen de tous nos capteurs, les données cliniques aussi des médecins qui nous font se remonter chaque semaine, plus les données phénologiques. Et puis après, on a les prévisions météo. Hein, on travaille avec Météo France qui nous transmettent leurs prévisions météo. Parce que vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais les pollens sont très fortement liés, hein, les quantités de pollen qui sont émises dans l'air, c'est très fortement lié avec les conditions météo qu'il fait. Par exemple, s'il se met à pleuvoir, les pollens vont être plaqués au sol et les allergiques seront moins gênés par les pollens. Par contre, si on a du soleil et du vent, alors là, c'est le cocktail explosif, malheureusement, pour les allergiques qui seront fortement gênés. Donc, on adapte bien sûr nos risques d'allergie en fonction des prévisions météo. Si par exemple, demain, il prévoit de la pluie sur toute la France, et bien sûr, on va être amené à baisser nos risques d'allergie. Si par contre, ils annoncent du soleil et du vent, alors là, on va plutôt avoir tendance à monter, bien sûr, les niveaux de risque. On travaille aussi, bien sûr, à l'amélioration des nouvelles technologies, à nouvelles techniques, notamment des nouveaux capteurs qui commencent à arriver. Et donc, on est en train de les tester et d'essayer d'avoir une information. Donc, c'est des capteurs qui émettent en temps réel. Hein. Et donc, on est en train de tester aussi ces capteurs et d'essayer d'informer au mieux les allergiques aussi, notamment les communes qui sont intéressées par recevoir ces niveaux de risque pour leur commune, avec une API qui a été mise en place, hein, avec des widgets, avec voilà, beaucoup de choses des nouvelles technologies. On travaille avec RNSA Oberon justement pour communiquer un petit peu mieux au niveau des communes et puis relayer au mieux l'information et tester aussi des nouveaux capteurs pour le futur. L'aérobiologie, donc on est le réseau national de surveillance aérobiologique et vous vous demandez peut-être ce que c'est que l'aérobiologie. Alors l'aérobiologie, c'est simple, c'est l'étude des particules biologiques de l'air, que sont notamment les pollens. Donc là, on voit par exemple un petit grain de pollen qui est émis par une plante, qui est transporté par le vent et qui arrive sur, on espère, une fleur femelle pour donner de nouveaux plants, mais malheureusement, ça arrive parfois sur un allergique et qui a une réaction allergique. Hein. Il y a à peu près 20%, 20 à 30%, les derniers chiffres, c'est ça, de la population en France qui est allergique au pollen. Donc, quand même une personne sur 4 qui vraiment développe des symptômes liés à l'allergie au pollen. Alors, tous les pollens ne sont pas allergisants, on le verra tout à l'heure, et on verra les espèces justement qu'il faut éviter de planter et celles qu'on peut tout à fait planter parce qu'elles sont moins allergisantes. La dispersion des pollens, il y a trois principaux vecteurs. Hein. Il y a l'eau qui peut transporter les grains de pollen, on appelle ça des plantes hydrophiles, les insectes chez les plantes entomophiles, et puis bien sûr le vent chez les plantes anémophiles. Et la plupart des espèces allergisantes, hein, ce sont des espèces anémophiles, donc avec une pollinisation par le vent, des espèces qui émettent beaucoup de grains de pollen pour que la fécondation puisse avoir lieu. Et donc, ces grains de pollen qui sont microscopiques, qu'on voit très souvent pas à l'œil nu. Les plus gros pollens, on arrive à les voir à l'œil nu, mais les plus petits, ils sont vraiment trop petits pour les voir à l'œil nu. Et ils sont donc émis, dispersés par le vent en grande quantité. Et comme je l'ai dit, le vent joue un grand rôle, les conditions météo jouent un grand rôle, bien sûr, sur la dispersion des pollens et l'émission aussi des pollens. On a bien sûr le changement climatique aussi, qui est un facteur important, qui a tendance souvent à allonger la saison pollinique avec le réchauffement qu'on observe ces dernières années. On a des saisons qui sont plus longues, on a des saisons qui sont plus précoces, des pollens qui sont émis plus tôt. Voilà, il y a des espèces qui sont un peu perdues avec ce changement climatique et des fois on a des floraisons même en hiver de certaines espèces où on se dit tiens, c'est pas normal, d'habitude ces espèces fleurissent plus tard. Et là, on commence à réfléchir et à se dire, mais nos capteurs, là, en ce moment, on les arrête en hiver et on se dit, on va peut-être devoir les redémarrer de plus en plus tôt. Déjà, avant, on les redémarrait au mois de février. Et là, déjà, en janvier, même des fois en décembre, on a des grandes quantités de pollen. Vous connaissez ça très bien dans le sud, le pollen de cyprès notamment, qui gêne déjà les allergiques dès le mois de décembre. Donc, on est en train de mettre en place justement nos capteurs sur toute l'année, notamment dans le sud, pour pouvoir suivre au mieux les pollens et informer les allergiques sur les quantités qui sont émis et les risques.
Donc, on a trois grosses saisons, hein. Donc, la saison des arbres qui est en général de janvier à mai, même si, comme je l'ai dit, en décembre déjà, on peut avoir les cyprès qui gènent autour de la Méditerranée et puis les noisetiers, les aulnes qui commencent aussi déjà parfois dès le mois de décembre, hein. Mais globalement, c'est janvier à peu près à mai la floraison des arbres. Ensuite, on a les graminées qui sont les petites herbacées, hein, que l'on voit le long des routes, parfois dans les champs. Donc là, on a de grandes familles de graminées, hein, les dactyles, fléoles, flouves, ivraies, avoine, blé, céréales, voilà, genre maïs, j'en dis quelques-uns que peut-être vous connaissez. Donc voilà, une grande famille de graminées. La plupart de ces graminées, malheureusement, sont allergisantes et procurent ce qu'on appelle le rhume des foins, hein. On a vraiment des symptômes très forts en cette période-là. Donc c'est surtout mai-juin, on a les plus forts symptômes. Et la floraison des graminées s'étend jusqu'à fin juillet en général. Même en août, on en a encore un petit peu, surtout en montagne. Et puis ensuite, on a la floraison, la saison des herbacées, on appelle. Donc là, on appelle plus le plantain, l'armoise, l'ambroisie. Donc là, la floraison de l'ambroisie, c'est plus août-septembre. Donc voilà, on a ces trois grosses saisons. Et puis certaines personnes qui sont allergiques juste à un seul type de pollen. Donc là, ils seront gênés. Par exemple, si vous êtes allergique juste au bouleau, vous serez surtout gêné au mois d'avril, hein, mars-avril, quand il y a la floraison du bouleau. Par contre, si vous êtes allergique à plusieurs espèces, au bouleau, plus aux graminées, plus à l'ambroisie, alors là, vous allez être gêné malheureusement quasiment toute l'année pour ces espèces-là qui se succèdent. Et les cyprès aussi qui sont en floraison surtout au début d'année, mais on en retrouve un petit peu toute l'année dans le sud notamment. Le changement climatique, bon, j'en ai dit un mot, je vais passer rapidement là-dessus, mais voilà, une augmentation de la durée des saisons polliniques, et puis liée à l'augmentation du CO2 atmosphérique aussi, on observe une augmentation de la croissance en fait, des plantes qui émettent plus de pollen et des pollens qui sont plus allergisants. Donc voilà, un facteur aggravant à la fois la hausse des températures et la hausse du CO2 malheureusement pour les allergiques. Voilà, c'est d'actualité, donc je dis juste deux mots là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre, mais on parle beaucoup d'îlots de chaleur urbains, surtout cet été avec la canicule qu'on a eue, les fortes chaleurs qu'on a eues. Du coup, on a parlé de ces îlots de chaleur urbains, hein. On savait très bien qu'en ville, la température a quelques degrés de plus que dans la campagne, hein, lié au revêtement du sol, aux immeubles aussi, aux bâtiments. Et puis, bien sûr, il y a deux facteurs qui permettent de faire diminuer ces températures, hein, réduire l'îlot de chaleur. C'est bien sûr la végétation, hein, les arbres notamment, qui viennent absorber justement cette eau. Et puis les rivières, les fleuves, les cours d'eau, hein, qui ont aussi un facteur qui permettent d'améliorer cela. Donc bien sûr, on réfléchit à tout cela pour avoir une gestion différente de l'eau, hein. On en parle surtout avec la sécheresse aussi qu'on a eu cette année. L'importance de végétaliser dans l'aménagement, hein, prise en compte de l'albédo, bien sûr, pour le revêtement. Donc, l'arbre en ville a un effet positif, hein. J'encourage vraiment la plantation d'arbres en ville. Après, on va voir justement les arbres qu'il faut planter en ville et ceux qu'il faut éviter de planter parce que, bien sûr, on ne va pas planter des arbres allergisants en ville. C'est ce qu'il faut éviter de faire. Donc, l'arbre en ville, ça a un effet d'ombrage, c'est important, une réduction du rayonnement absorbé par les surfaces minérales, modification de l'écoulement d'air, l'évapotranspiration, et ça attend à vraiment avoir un effet de bien-être et faire baisser aussi, bien sûr, les températures. Donc, comme je l'ai dit, voilà, qualité de vie, dès qu'on a des arbres en ville, hein, ça a un effet de bien-être, ça absorbe aussi les polluants gazeux, hein, certaines espèces, et les polluants particuliers. Donc, c'est vraiment des effets qui sont très positifs pour les arbres, mais il y a un mais, attention, parce que la végétation peut aussi apporter un mal-être, notamment pour les personnes allergiques, pour les espèces allergisantes, et je vais en citer quelques-unes. On va parler donc de plantes et toxicité pour bon là les diapos ne passent plus. Est-ce que les diapos passent? Voilà, ça marche. Plantes et santé, il y a un petit retard. Donc on va parler un peu de toxicité, donc de certaines espèces qui sont toxiques, et puis après on verra d'autres qui donnent des allergies. Donc là, toxique, c'est quand on parle quand on touche la plante, qu'on a une réaction qui est toxique. Alors, on voit ici les brûlures liées à la rue notamment, hein, qui est une espèce qui cause des brûlures photochimiques. Donc, bien sûr, il faut éviter d'en mettre dans nos espaces verts. Les euphorbes qui sont aussi caustiques, irritantes. Donc là, j'en liste quelques-unes, mais après, vous en connaissez plein d'autres. Le datura, bien sûr, hein,
très connu aussi, qui est pas du tout bon, qui donne des intoxications aussi. La berce du Caucase, très connue, hein, qui cause des brûlures. Hein, vous voyez ces brûlures très fortes liées à la brûlure photochimique, liées à l'effet du soleil aussi et de cette berce du Caucase. Donc voilà, quelques exemples de plantes, hein, je pourrais en lister bien d'autres, mais qui sont toxiques, qu'il faut bien sûr éviter de planter en ville. Et puis d'autres plantes qu'il faut éviter de planter parce qu'elles sont allergiques. Hein, elles ont voilà, des pollens qui sont allergisants. Donc là, voilà les symptômes qu'on observe chez les personnes qui sont allergiques. Hein. C'est pas tout le monde, bien sûr, qui est allergique au pollen, mais à peu près 30% de la population en France est allergique au pollen. Et les symptômes qu'on observe, c'est des rhinites. Hein. Donc les rhinites, c'est tout ce qui est au nez, hein, le nez qui coule. La conjonctivite, c'est les yeux qui sont vraiment rouges. Et puis des cas de crise d'asthme, hein, quand même dans la moitié des cas, surtout les espèces les plus allergisantes, bouleau, graminées, ambroisie, cyprès, on a des cas de crise d'asthme, donc des difficultés vraiment à respirer. Et puis quelques cas d'urticaire et d'eczéma, mais c'est plus rare. Mais les plus forts symptômes, hein, surtout, c'est tout ce qui est lié au nez, aux yeux et puis à la gorge aussi. On a du mal à respirer, on tousse beaucoup. Bien sûr, une qualité de vie qui est affectée. Hein. On a une restriction des activités courantes, un absentéisme scolaire professionnel, des troubles du sommeil, difficultés de concentration, altération de la vigilance, plus d'autres phénomènes. Donc voilà, c'est malheureusement des symptômes qui sont observés chez les personnes qui sont allergiques et certaines personnes qui doivent du coup prendre carrément des arrêts de travail, hein, doivent même déménager en plein pic de pollen parce qu'ils ne peuvent plus supporter, ils sont trop gênés par les pollens et doivent aller, par exemple, je prends le cas de l'ambroisie, hein, qui est surtout présente en vallée du Rhône et puis un petit peu en Occitanie, dans le nord de PACA aussi, en Nouvelle-Aquitaine. Mais voilà, ceux qui sont fortement allergiques au pollen d'ambroisie, qui ont des crises d'asthme trop sévères, nous disent qu'ils doivent partir, déménager en août-septembre, en fin août, quand il y a le pic de pollen d'ambroisie, et aller par exemple en Bretagne ou vraiment au bord de la mer, dans certains endroits où il y a un petit peu moins de pollen d'ambroisie. On parle de potentiel allergisant d'une espèce, c'est la capacité justement de cette espèce à avoir vraiment un pollen qui va gêner une partie non négligeable de la population. Hein. Donc c'est vraiment très important de connaître cette notion de potentiel allergisant, sachant qu'il y a 3 niveaux de potentiel allergisant par espèce. On les a classés en 3 niveaux chaque espèce. Donc faible, négligeable, là il n'y a pas de souci. Si vous avez un potentiel allergisant qui est faible ou négligeable pour une espèce, vous pouvez la planter, vous pouvez tout à fait en avoir chez vous ou dans votre commune. Par contre, si le potentiel allergisant est modéré, déjà, il faut limiter la plantation de ces espèces. Et si le potentiel allergisant est fort, alors là, il faut vraiment éviter à tout prix de planter ces espèces-là. Et on va voir justement la liste un petit peu des espèces qu'il faut éviter de planter, qui ont un potentiel allergisant fort. Donc là, on a un petit tableau, par exemple, ici, des espèces qu'il faut éviter de planter. Donc, dès que c'est rouge, hein, il faut éviter la famille des bétulacées, aulne, bouleau, charme, noisetier. Voilà, c'est un potentiel allergisant fort. C'est la famille des bétulacées. Il faut bien sûr éviter de planter ces espèces-là qui sont très allergisantes. Les cyprès, hein, notamment les cyprès communs, cyprès d'Arizona, voilà, on a une grande partie des cyprès qui sont allergisants, d'autres qui le sont moins, mais la grande majorité est quand même un potentiel allergisant fort pour les cyprès. Les oliviers aussi, vous voyez, olivier frêne, hein, la famille des oléacées, qui est un potentiel allergisant aussi qui est fort. Et puis, bien sûr, certaines espèces, la Cryptomeria du Japon aussi, hein, qui a un potentiel allergisant fort. Voilà. Par contre, il y a d'autres espèces qui ont un potentiel allergisant beaucoup plus faible, hein, notamment la famille des pinacées, les pins, les cèdres, voilà, d'autres espèces, vous voyez ici dans cette liste, qui sont en vert, donc un potentiel allergisant plus faible, voire négligeable. Donc, si on regarde maintenant du côté des herbacées, là, on vient de voir les arbres et maintenant, on regarde un petit peu tout ce qui est herbacées. Donc là, on voit bien sûr ambroisie, armoise, même famille, hein, qui a un potentiel allergisant qui est très fort, très élevé. Et puis après, on a les graminées, bien sûr, qui ont un potentiel allergisant fort. Pas tous, mais on va voir que la majorité, malheureusement, de ces graminées ont un potentiel allergisant fort. Et puis, dans la famille des urticacées, on a l'ortie. Hein, vous connaissez très bien l'ortie, il ne faut pas la toucher, sinon vous allez avoir une réaction urticaire liée à ces orties. Donc les orties, ce n'est pas allergisant, le pollen d'ortie n'est pas allergisant, hein, faible ou négligeable, vous voyez le potentiel allergisant de l'ortie. Par contre, la pariétaire, qui est de la même famille, qui est très connue dans le sud, hein, vers chez vous, très présente en Occitanie et aussi en PACA, là, la pariétaire a un potentiel allergisant qui est très fort. Donc il faut bien sûr éviter d'en planter, voire l'éliminer si vous en repérez.
Donc voilà pour les potentiels allergisants. Si on regarde les graminées ornementales, voilà un type de graminées aussi, toute une liste où vous voyez que c'est quasiment toutes les graminées ornementales, là en tout cas dans cette liste, fétuque, la coche, voilà plein d'autres qui ont un potentiel allergisant modéré à fort. Vous avez d'ailleurs une belle image à droite d'un pollen de graminées, vous voyez, tout rond comme ça, facilement reconnaissable, en tout cas pour nous les spécialistes. Au niveau du RNSA, justement, on essaye d'informer sur les risques liés à ces espèces. Et donc, on a fait 2 posters que vous pourrez télécharger. Hein. Vous avez les liens ici, vous pouvez les retrouver sur notre site pollen.fr aussi. Mais voilà, un poster sur les arbres et un poster sur les herbacées où ils sont classés par risque d'allergie. Vous avez différentes couleurs. Et dès que c'est rouge, c'est qu'il faut bien sûr éviter comme je l'ai dit, de les planter. Si c'est jaune, c'est risque moyen, attention. Et si c'est vert, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on les a classés, les différentes espèces. Vous avez des photos aussi de ces espèces. J'informe juste, voilà, j'aime bien rappeler cela pour dire que souvent on voit une poudre jaune par terre et on se dit aïe aïe aïe, c'est les pollens qui sont de retour, c'est très allergisant. Alors il faut savoir que cette poudre jaune, hein, ce sont des pollens qui sont gros, ce sont des pollens souvent de pin, de cèdre. En ce moment c'est les cèdres, en mai, juin c'est plutôt les pollens de pin et qui sont peu allergisants. Hein. Donc le pollen de pin, de cèdre, il n'y a pas vraiment d'allergie liée à ces pollens-là, mais c'est souvent des pollens qui arrivent en même temps que d'autres espèces qui sont allergisantes. Donc on a souvent la confusion dès qu'on voit cette poudre jaune qui recouvre toutes les surfaces extérieures. On se dit, oulala, les pollens sont là, attention. Mais il faut savoir que cette poudre jaune, hein, ce ne sont pas des pollens allergisants. Donc, ce sont des pollens de pin ou de cèdre qui sont des gros pollens, mais qui arrivent malheureusement en même temps que d'autres pollens allergisants. En mai, on a les pollens de graminées qui sont très allergisants à la même période. Et puis, en septembre, on a les pollens d'ambroisie qui sont aussi très allergisants. On a aussi ces bourgs que vous connaissez très bien. Vous voyez ces images de bourgs tout blancs. Hein, vous avez sûrement dû voir ça, bien visible pour le peuplier notamment, et puis les platanes aussi. Hein, vous connaissez bien ça, surtout dans le sud. C'est ces bourgs de platanes qui sont donc c'est pas un phénomène allergisant, mais c'est un phénomène où ça irrite en fait, ça gratte la gorge. Vous avez sûrement dû voir ça. Moi qui suis pas du tout allergique au pollen, quand il y a les bourgs de platanes qui sont dans l'air, ça me gratte quand même la gorge, ça me fait tousser, ça gêne. Hein, c'est un phénomène mécanique irritant qui est là lié à ces bourgs de platanes et de peupliers notamment. Donc, faut pas confondre avec l'allergie, c'est pas le même mécanisme, c'est pas le même phénomène, mais ça peut quand même gêner quand même et faire tousser et gratter la gorge lié à ces bourgs hein, qui sont en fait pas des pollens, hein, mais c'est les graines en fait du platane et puis des peupliers surtout. Il y a aussi un cocktail explosif entre pollen, pollution et bien sûr, dès qu'on a les deux ensemble, alors là, c'est pas très bon pour les allergiques. Hein. On a les polluants, notamment les particules fines, hein, PM2,5, PM10, l'ozone, le NO2, qui agissent, qui fragilisent l'appareil respiratoire, qui augmentent justement la sensibilité des allergiques au pollen, qui vont être plus gênés. La pollution aussi attaque les grains de pollen et déforme la structure du grain de pollen, qui va émettre plus de protéines allergisantes. Donc, pas du tout bon pour les personnes allergiques. Donc voilà, on a un facteur qui est très aggravant. Hein. Vous voyez l'image derrière qui est derrière le mot pollen. Là, vous voyez à gauche un pollen de bouleau à la campagne qui est très beau, qui est très bien. Il n'y a pas de souci, on voit qu'il est bien fait. À droite, on voit les particules qui sont dessus, qui le fragilisent, qui détruisent un peu la paroi externe du grain de pollen, qui va libérer plus de protéines allergisantes. Donc on a voilà un facteur aggravant lié à la pollution. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre ces pics de pollution hein, que donnent les ASQA, hein, et de faire attention dès qu'il y a un pic de pollution, on risque d'être plus gêné, en tout cas pour tous ceux qui sont allergiques au pollen. Un facteur aggravant bien sûr de la pollution. Je vais terminer ma présentation en vous parlant un peu de ce qu'on fait au niveau de la végétation en ville et des recommandations qu'on donne. Justement, on a fait un guide qui s'appelle Guide d'information sur la végétation en ville, hein, que vous pouvez retrouver sur notre site Végétation en ville. Si vous tapez de toute façon sur Google Végétation en ville, vous tombez rapidement dessus. Et l'idée de ce guide, c'est de pouvoir prendre en compte la composante santé hein, dans le choix et l'entretien des espaces végétaux en milieu urbain, en milieu périurbain, et savoir quelles espèces mettre. Donc vraiment un guide qui est très bien fait, qu'on recommande.
Et voilà un exemple du site, hein, planté sans allergie. On explique les allergies. Et puis, on a des messages aussi pour les paysagistes et responsables des espaces verts, des mairies, des messages spécialement pour eux, pour leur expliquer pourquoi le pollen d'une plante est allergisant, comment reconnaître bien sûr les plantes au pollen allergisant. On a aussi des choses sur les alternatives, parce que c'est bien de dire attention, il ne faut pas planter, il ne faut pas planter, il ne faut pas planter, mais il y a aussi des alternatives, des espèces qu'on peut planter. Donc là, on liste aussi un certain nombre d'espèces qu'on peut planter qui s'adaptent très bien dans nos villes et qu'on peut planter en échange de, par exemple, d'un boulot, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Donc, quels conseils aussi, bien sûr, d'utilisation pour éviter les allergies, notamment en matière de tonte, voilà, de ces espèces. On a des fiches par espèce aussi, donc vous vous retrouvez sur ce site avec les niveaux de potentiel allergisant, comme j'ai dit, faible, moyen ou fort, hein, les 3 niveaux qu'on retrouve pour les potentiels allergisants qui permettent de hiérarchiser, comme je l'ai dit, les priorités, adapter la prise en compte, bien sûr, de ce risque. On a un guide aussi qu'on a fait sur les graminées ornementales, hein, que vous pouvez télécharger aussi sur ce site Végétation en ville, que j'ai mis le lien là en dessous. Hein, vous pouvez télécharger ce guide au format PDF avec les graminées ornementales. Alors, les graminées ornementales, vous voyez là une image, hein, mais c'est les graminées qu'on peut retrouver très facilement sur nos ronds-points, le long des allées, parfois dans certains parcs, bien sûr, mais c'était surtout sur les ronds-points où ça a été à la mode, où on mettait plein de graminées ornementales. C'est très joli, mais malheureusement, c'est très allergisant. Donc, il faut bien sûr éviter de planter ces graminées ornementales ou planter certaines graminées ornementales qui ne sont pas allergisantes. Regardez dans la liste et choisir plutôt celles qui ne sont pas allergisantes plutôt que celles qui sont allergisantes. Donc, on a un guide qui est très bien fait, qui liste un peu toutes les graminées ornementales qu'on a en France et celles qu'il faut justement planter, celles qu'il faut éviter de planter dans ce guide avec les niveaux de potentiel allergisant. Donc, on a fait bien sûr des lignes directrices, hein, pour les espaces verts, pour leur demander, voilà, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr d'éviter les plantations monospécifiques. Alors là, c'est clair que c'est un message qu'on essaye de faire passer depuis des années, hein, favoriser la biodiversité. Du coup, c'est pas grave s'il y a un boulot dans un parc, hein, on va pas crier dessus s'il y a un seul boulot, ou voilà, si c'est juste un boulot dans le parc, il n'y a pas de souci. S'il y a plein d'autres espèces, ça va aller. Mais par contre, si on voit qu'une seule espèce dans le parc et c'est que des bouleaux derrière des rangées de bouleaux, là, ça cause un peu plus de problèmes et là, c'est plus embêtant pour les personnes allergiques. Donc, bien sûr, favoriser la biodiversité, contrôler les espèces envahissantes, hein, éviter ces espèces-là qui gagnent du terrain, adopter des stratégies appropriées de gestion, respecter les distances entre les plantations, puis obtenir les conseils d'experts, bien sûr, pour les plantations dans ces parcs. Il y a d'ailleurs un arrêté qui a été pris par le ministère de la Santé, hein, qui est assez récent, hein, qui date, l'arrêté, il est du 4 septembre 2020, vous voyez, et la mise en application, avec le communiqué de presse qui a été fait en juillet 2021, donc il y a un an. Et donc cet arrêté, il demande, donc vous voyez à droite, hein, il demande l'affichage, en fait, c'est un arrêté qui demande l'affichage pour les plantes qui sont toxiques ou allergisantes, l'affichage obligatoire, donc une mention spéciale pour les vendeurs en fait de ces végétaux-là, pour informer sur les risques liés à ces végétaux. Donc une obligation d'étiquetage, hein, pour ces vendeurs. Bon, c'est encore pas trop appliqué partout, mais en tout cas il y a cet arrêté, ce décret qui existe, et donc cette affiche que vous voyez à droite, hein, certains végétaux peuvent être à risque pour la santé humaine, et donc on a ces affiches qui commencent à arriver un petit peu partout. Il y a un site internet qui a été fait justement qui reprend un petit peu toute cette liste d'espèces. Le site internet, c'est plante-risque.info. Vous retrouvez les plantes qui ont un risque d'allergie respiratoire, ceux qui ont un risque d'allergie au toucher, qui sont toxiques, ceux qui ont un risque d'allergie quand on les ingère. Voilà, il y a toute une liste. Et puis aussi, il y a des choses qui ont été faites pour les communes et les collectivités avec un fascicule, hein, pour les joindre aux demandes d'appel d'offres, qui est disponible aussi sur ce site et que vous pouvez télécharger tout à fait. Donc, je vous encourage à voir cela si vous n'êtes pas au courant de cet arrêté, de ce décret, de cette obligation d'étiquetage des végétaux. Vous pouvez tout retrouver, toutes les infos sur ce site plante-risque.info, et puis aussi voir la vidéo qui est très bien faite, hein, qui demande justement l'affichage, la mise en place de ces affiches, hein, pour les vendeurs de végétaux. Et puis j'ai mis d'autres vidéos en dessous, hein, notamment la vidéo de présentation de l'ambroisie en 2 minutes qui est très bien faite aussi, vous pouvez regarder, et puis la vidéo de présentation de notre réseau aussi, qui est une vidéo grand public et qui explique aussi bien les choses que vous pouvez voir ici dans cette présentation.
Il faut savoir que c'est un sujet qui est d'actualité et qui est repris notamment à l'Assemblée nationale, hein, avec la nature en ville qui a été créée récemment, hein, le 15 décembre 2021, donc il y a quelques mois, et ils ont mis en place justement cette commission spéciale sur la nature en ville, et puis du coup pour travailler là-dessus et informer au mieux justement sur les risques. Donc là j'ai mis le lien justement de cette commission spéciale, notamment nous avons Jean-Luc Fugy, hein, qui est député du Rhône, président du Commission nationale de la qualité de l'air, là, qui fait partie et qui suit vraiment ces sujets-là, est très préoccupé par le sujet. Mais voilà, pour vous dire que c'est un sujet d'actualité, hein, qui est même débattu à l'Assemblée nationale avec une commission spéciale. Donc nous, on travaille avec le ministère de la Santé, hein, pour informer au mieux les allergiques justement sur les gestes à adopter si vous êtes allergique. Donc vous devez connaître sûrement ces gestes-là, surtout si vous êtes allergique. Donc bien sûr, c'est se rincer les cheveux le soir parce que les pollens se collent sur les cheveux, on en respire toute la nuit si on ne s'est pas rincé les cheveux tous les soirs, aérer sur le logement le matin tôt, le soir tard quand il y a moins de pollen. Avant le lever ou après le lever du soleil, après le coucher du soleil, pardon, on a moins de pollen dans l'air, alors qu'en journée, il y a beaucoup plus de pollen qui sont émis. Donc, bien sûr, éviter de faire sécher son linge à l'extérieur pour que les pollens ne se collent pas sur le linge. Éviter, bien sûr, de tondre le gazon si on est allergique au pollen en pleine saison des graminées. Éviter de faire du sport dans un parc en plein air, en plein pic de pollen. Fermer les fenêtres en voiture pour éviter que les pollens rentrent dans l'habitacle. Surtout que maintenant, les voitures sont équipées de filtres anti-pollen. Donc, voilà, plein de petits gestes les allergiques pour au moins limiter leur exposition. Ça élimine pas tous les symptômes, hein, mais ça permet de limiter un peu son exposition au pollen et d'être moins gêné par les pollens. Allez, je termine avec deux petites images. Alors, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, alors là, c'est surtout ce qu'il faut éviter de faire dans nos villes. S'il y a des gestionnaires de parcs et jardins, des paysagistes parmi nous, des responsables de communes, surtout ne faites pas, s'il vous plaît, ce qu'a fait la ville de Lyon ici avec ces images de rangées de bouleaux. Alors là, c'est un parc dans un nouveau quartier de Lyon où ils ont mis qu'une seule espèce dans ce parc et c'est que des bouleaux. Donc, bouleau, l'espèce la plus allergisante en Europe, hein, un pollen allergisant, un potentiel allergisant élevé, maximum. Et donc, dans ce parc, on a 400 bouleaux. On n'a que ça. En fait, il n'y a que des bouleaux. Il n'y a pas d'autres espèces et il n'y a que des bouleaux. Donc, quand on a questionné, bien sûr, la ville de Lyon pour leur dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Là, c'est un nouveau quartier avec plein de logements tout autour. Vous voyez les immeubles qui sont juste au-dessus, tout autour. Et donc, des personnes qui vont être fortement gênées par ces pollens de bouleaux au mois d'avril. Donc, ils nous ont dit, bah oui, c'est une grosse erreur qu'on a fait. On reconnaît qu'on a fait une erreur, mais c'est qu'en fait, dans ce nouveau quartier, c'est le service urbanisme de la ville qui a mis en place ces arbres et qui n'a pas consulté le service santé. C'est un défaut de communication entre les services, donc un cloisonnement, on va dire, des services qui fait que du coup, le service urbanisme, ils ont dit, oh, le bouleau, c'est une super espèce. Regardez comme le tronc est beau, ça va un beau tronc blanc, c'est un bel arbre, c'est parfait, ça va bien aller dans le quartier, nouveau quartier, c'est parfait, on va mettre cette espèce-là. Sauf que s'ils avaient questionné le service santé de la ville, ils leur auraient dit non, 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 le bouleau, c'est une espèce très allergisante. Là, les personnes vont être gênées dans ce quartier. Donc, évitez de planter que des bouleaux. Malheureusement, voilà, à cause d'un souci de communication, voilà, le service urbanisme architectural a mis que des bouleaux dans ce parc. Donc, évitez bien sûr de faire cette erreur. Communiquez bien entre les services dans les communes pour éviter de planter qu'une seule espèce d'arbre dans un parc, dans un jardin, mais favoriser la biodiversité, bien sûr, comme je l'ai dit, et éviter les espèces allergisantes. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est tout à fait nous demander, on peut fournir une liste d'espèces. Ici, on le fait pour voilà, quelqu'un qui nous avait demandé un espace vert, quelle espèce je peux mettre dans mon parc, dans mon jardin. Donc là, on avait fourni une liste d'espèces non allergisantes. Vous voyez le potentiel allergisant qui est entre 0 et 1, donc qui est vraiment très peu allergisant et qu'on peut planter à la place. Voilà, un autre article que vous pourrez lire aussi, hein, qui parle de la ville de Lyon et l'air que nous respirons. On a fait des mesures dans les parcs pour parler des influences des sources de pollen dans les espaces verts, hein, justement en donnant des recommandations aussi dans cet article.
Et puis en conclusion, voilà, je dirais que la végétation en ville, c'est un des enjeux majeurs, hein, notamment pour aménagement urbain, biodiversité, pollution, gestion des canicules, îlots de chaleur. Donc oui, il faut végétaliser nos villes, il faut mettre des arbres, planter des arbres, des espèces, des espèces vertes dans nos villes, mais attention, message attention, évitons de mettre des espèces toxiques ou allergisantes, bien sûr, dans nos villes, prenant en compte vraiment ce facteur santé important, hein, comme je l'ai dit, avec une personne sur 4 en France qui est allergique au pollen. Voilà, en conclusion, bon voilà, le site Végétation en ville qui marche bien et que vous pouvez aller voir, hein, surtout retenez ce site Végétation en ville, ce guide que vous pouvez télécharger et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la végétation en ville ou voilà, des questions sur la végétalisation, sur qu'est-ce qu'il faut mettre, si vous avez des communications à faire passer aux décideurs publics, hein, nous on essaye de communiquer au maximum là-dessus pour sensibiliser, informer au mieux les gestionnaires d'espaces verts de nos villes et pour informer au mieux sur les risques liés à ces végétaux allergisants et toxiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai tenu à peu près la demi-heure et s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, merci beaucoup Samuel pour cette présentation des plus opérationnelles, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai envie de compléter la liste. Oui, végétalisons parce qu'on en est convaincu aussi, mais végétalisons aussi parce que c'est une alternative à l'usage de produits phytosanitaires. On peut mieux gérer les espaces verts aussi par ce biais-là, mais faisons-le bien. Donc, faisons-le bien en évitant les allergènes ou en tout cas en favorisant un maximum une diversité végétale, ce qui permet aussi de réduire les risques de problématiques sanitaires du végétal et donc d'éviter des intrants, bien sûr, par la suite. Donc, tout ceci se résumerait en un seul mot, c'est transversalité et croisons les problématiques en interne, comme l'a dit Samuel, mais aussi dans les problématiques sur le terrain de manière opérationnelle. Donc, merci Samuel pour tous ces outils, ces clés pour bien comprendre le sujet. Je précise que les super outils du RNSA, les petits guides évoqués, sont aussi présents sur notre centre de ressources en ligne de la mission Ecophyto GV en Occitanie, donc vous pouvez aussi les retrouver là. Vous avez les super posters, alors je vous invite, moi je les ai affichés dans mon bureau, j'espère que certains en auront l'idée aussi, de les mettre dans les locaux techniques, voilà, de le transmettre à votre service urbanisme pour les grandes villes ou alors de le transmettre en interne dans les plus petites communes. Voilà, il y a des outils clés en main, mobilisez-les, servez-vous-en, et puis maintenant vous savez à quelle porte toquer sur ce sujet s'il y a des questions plus précises. Alors, je vais demander à Florian voilà, il y a quelques questions qui sont arrivées pendant l'échange, donc j'invite ceux qui ont des questions en plus à les poser et je propose à Florian de déjà peut-être relayer une ou deux questions à Samuel. Merci Florie. Merci Samuel pour la présentation. Hein. C'était très très enrichissant et très technique et intéressant. Et justement, il y a dans la continuité de ce que tu présentais, il y a une question de Daniel Lebois. Bonjour, y a-t-il un tableau des recommandations des espèces peu allergisantes croisées avec la résistance au changement climatique? Tu as présenté quelques outils. On a bien vu aussi qu'on peut vous solliciter pour avoir des listes, mais voilà, ce croisement avec résistance au changement climatique, est-ce que la documentation existe sur le sujet? Alors oui, il faut savoir que nous, donc c'est un sujet qui nous préoccupe bien sûr, et on essaye d'adapter justement ce guide de végétation en ville, de le mettre à jour régulièrement en fonction bien sûr du changement climatique qui joue un grand rôle, et du coup pouvoir choisir des espèces qui s'adaptent, hein, à ce changement climatique. C'est clair que le bouleau, hein, c'est pas une espèce du tout qui s'adapte au changement climatique, qui aime pas du tout, le bouleau aime pas du tout la chaleur. Donc du coup là cette année, on a eu pas mal de bouleaux qui ont souffert de la chaleur dans nos villes, hein, notamment à Lyon, j'en parlais, mais dans d'autres villes, j'étais à Angers aussi, ils m'ont dit la plupart des bouleaux de la ville sont morts. Donc c'est une bonne nouvelle pour les allergiques. Mais voilà, du coup, il y a d'autres espèces qu'on peut communiquer, hein, sur lesquelles on peut transmettre des listes. Hein. Donc n'hésitez pas hésiter à nous envoyer un mail pour qu'on envoie des listes justement de ces espèces-là qui s'adaptent au changement climatique et qu'on peut tout à fait planter à la place des bouleaux, par exemple. Super, merci. Alors une question un peu qui va un peu plus loin que la question des pollens. Est-ce que les composés organiques volatiles, les COV, il me semble que c'est ça, émis par la végétation sont à l'étude? Et si oui, par qui? Et est-ce que des recommandations pour les plantations urbaines
existent à l'heure actuelle? Une question de Nathalie Castelin sur ces COV. Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus. J'ai pas vu trop d'articles sur le sujet, donc je suis pas sûr que c'est quelque chose qui est vraiment étudié en profondeur. Il faudrait que je me renseigne pour vraiment lui répondre, mais je n'ai pas plus d'informations sur le sujet. Très bien, parfait. Donc, si d'autres questions viennent concernant la présentation de Samuel au cours de la suite, n'hésitez pas dans le tableau des questions. On est là pour y répondre, donc vous n'hésitez surtout pas. Alors moi j'ai une petite question. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées sur le champ agricole. On va peut-être les garder pour après l'intervention d'Anne-Marie. Moi j'ai une question à Samuel. Est-ce qu'il y a des exemples que vous avez identifiés au RNSA de communes qui ont fait machine arrière par rapport à des aménagements faits, des plantations faites, comme dans le cas de Lyon, voilà, où on aurait favorisé des plantes trop allergisantes, qui ont œuvré à résorber les choses. Oui, alors on a de plus en plus justement de communes, de métropoles même qui s'intéressent au sujet, qui sont en train de mettre en place des chartes, justement, chartes de l'arbre, chartes pour les espaces verts, et voilà, des recommandations bien qui s'appuient sur nos guides, notamment pour donner ces recommandations. Et du coup, les nouvelles espèces qui sont plantées dans ces communes-là, dans ces villes, sont des espèces non allergisantes. Voilà, donc il y a quand même un travail qui est fait à ce niveau-là. Par contre, par le passé, on a fait des erreurs, comme j'ai montré, et pas mal d'erreurs en mettant des espèces allergisantes. Et malheureusement, on ne peut pas effacer le passé. Du coup, il faut essayer de travailler et construire sur le futur et éviter dans le futur d'en planter d'autres espèces allergisantes. Donc, c'est plus là-dessus, notamment la ville de Lyon. Je prends l'exemple de la ville de Lyon parce qu'on est à côté de Lyon. Mais la ville de Lyon, voilà, ils ont planté plein de platanes. C'était historique. Le platane, c'est un arbre historique. Il y en avait plein le long des allées autour du parc de la Tête d'Or, qui est le plus grand parc de Lyon. Il n'y a que des platanes. Donc voilà, on va pas détruire tous les platanes qui existent dans la ville. Par contre, on va éviter d'en planter. Maintenant, ils disent on va arrêter de planter des platanes à tout va et de mettre que ça comme espèce dans la ville. Donc déjà, ils ont limité fortement la plantation de platanes. Donc c'est un exemple, voilà, parmi d'autres. Merci Samuel pour ce retour. Est-ce que je vois peut-être une autre question? Non? Ou est-ce que s'il y a d'autres questions qui arrivent pour Samuel, nous gardons Samuel avec nous. Donc, ne vous inquiétez pas, posez-les. Je vais vous proposer qu'on passe à la présentation suivante. Donc, c'est Anne-Marie Ducasse qui va intervenir pour nous parler d'ambroisie. Alors, l'ambroisie, elle va vous le dire mieux que moi, mais elle est présente malgré tout. Comme elle nous le disait comme nous l'avons mis dans le mail d'invitation à ce webinaire, elle s'invite dans nos plates-bandes malgré nous. On doit faire avec et on doit gérer et on doit lutter contre. Du coup, Anne-Marie dédie sa mission à ça et je vais lui laisser prendre la parole pour nous en dire un petit peu plus. Florian, est-ce que tu peux donner la main à Anne-Marie? Et nous allons mettre le micro à Anne-Marie aussi pour qu'on l'entende. Voilà. Bien, merci beaucoup et puis merci à Samuel, c'était très intéressant. Et on va voir qu'on est en relation sur le problème de l'ambroisie. Alors, Quézaco l'ambroisie, en fait, c'est une plante annuelle qui va germer plutôt vers la fin du printemps, le mois de mai, s'installer rapidement, on va dire, en juin, juillet, donc une plante avec des feuilles très découpées, vers dessus, vers dessous, donc voilà, on peut confondre avec l'armoise, donc vous voyez un petit peu les critères, qui va fleurir au mois d'août et septembre, produire des centaines de graines par pied, puis la plante va dépérir à l'automne et toutes ces graines vont tomber au pied des plantes. Et il faut retenir que les graines ont une durée de vie dans le sol de plus de 10 ans. Donc, ça va être une plante annuelle qui va malheureusement en Occitanie et partout d'ailleurs dans toute la France s'inviter de plus en plus dans vos plates-bandes, mais aussi les cours d'eau qui traversent vos communes et vos bords de route. Alors, pourquoi voilà. 3 raisons en fait de se préoccuper des ambroisies. Donc, en premier, ça va être une raison de santé publique. En effet, l'ambroisie est la seule plante pour l'instant qui est inscrite dans le code de la santé publique. Donc, en raison du caractère fortement allergène
de ces fleurs. Ce pollen, Samuel l'a déjà dit, mais il est émis en août et septembre. Donc, les allergiques à l'ambroisie sont concernés au mois d'août et septembre. Et je ne vais pas revenir sur les effets, mais il faut juste se dire que c'est une allergie qui arrive par effet cumul. Donc, c'est un peu une bombe à retardement. Et on peut avoir, on aura malheureusement jusqu'à 20% de la population allergique aux ambroisies. Donc, c'est une préoccupation nationale de la DGS qui a donné comme mission aux ARS de travailler sur des projets de lutte contre les ambroisies. Je précise juste que la DRAF rajoute des financements spécifiquement sur le monde agricole pour la lutte contre les ambroisies. Voilà. Deuxième raison, c'est que c'est une plante exotique, donc elle est originaire d'Amérique du Nord, mais elle est arrivée depuis bien longtemps, et une plante envahissante. Alors, comme toutes les plantes envahissantes, ce sont des plantes qui sont très peu exigeantes, mais qui vont coloniser tous les milieux, mais plutôt perturbés. Donc, avec les terrains nus, les terrains fréquemment remaniés par l'homme ou éventuellement par la nature, donc dans les grèves de rivières, mais après surtout les parcelles cultivées, donc tout ce qui est culture de printemps, puisqu'on a vu elle gère au printemps, les bords de route, les zones remaniées par toute activité humaine, zones de travaux, et qui ont pour conséquence donc des impacts écologiques en bord de rivière et économiques sur tous ces secteurs, routes, travaux, enfin, agriculture, bâtiments, travaux publics, qui nécessitent une concertation pour une lutte efficace. Pardon, voilà. Et troisième raison, la colonisation effective de l'Occitanie par l'ambroisie, même si c'est inégal, on voit qu'il y a des zones très impactées, et ce depuis longtemps. Et je dirais que maintenant, c'est avec une pression, un nombre de graines dans le sol tellement important qu'on peut avoir, par le moindre déplacement de terre ou d'engins, des arrivées de graines sur tous les milieux. Ça va arriver de plus en plus fréquemment, comme par exemple cette année, on a eu la mauvaise surprise d'en trouver en forêt dans les Pyrénées-Orientales qui avaient été amenés par des engins qui venaient chercher les grumes dans les forêts. Donc, effectivement, une colonisation surtout en milieu agricole, mais qui déborde en rivière et en bord de route selon les départements. Donc, pour ces trois raisons, l'ARS Occitanie finance un projet de lutte avec idée de produire des arrêtés préfectoraux qui étaient l'occasion de mettre autour de la table tous les acteurs concernés par la lutte contre les ambroisies pour faire une lutte concertée. Donc, il reste 2 départements, mais qui sont en train les arrêtés préfectoraux vont pas tarder. Ce projet financé par l'ARS a été délégué à la Fredon Occitanie et l'URCP Occitanie pour la mise en œuvre. Donc, il y a cette organisation régionale et puis déclinée en départements. Donc, au niveau de chaque département, impliquant tous les partenaires concernés par l'ambroisie. L'intérêt des départements, c'est qu'on a des situations différentes et des organisations différentes. On était plus près sur la réalité. Il y avait une implication de tous les partenaires, des partenaires concernés, mais des collectivités territoriales par le biais d'une demande de désigner des référents de proximité avec l'outil fédérateur d'alerte qui est la plateforme Signalement Ambroisie et qui demandait également la participation du public pour signaler ces ambroisies. Pardon, je ne maîtrise pas le passage des... Voilà, excusez-moi. Du coup, l'ambroisie est-elle une problématique en devenir pour vous, les gestionnaires d'espaces publics? Eh bien oui, parce qu'il faut agir et encore mieux agir avant d'être débordé par le problème. Pourquoi agir? Parce qu'en fait, on a vu cette plante est réglementée, donc avec une nécessité de protection de la population
vis-à-vis des émissions de pollen donc responsables de ces fortes allergies et en même temps limiter l'invasion par les ambroisies en limitant au mieux la production des semences, donc agir avant la floraison et avant la grenaison des plantes. Donc au niveau des collectivités, cette organisation déjà préventive, ça va être en nommant un référent ambroisie, donc toutes les collectivités ont reçu une lettre de l'ARS et puis reçoivent des relances des ARS départementales pour nommer ce référent qui va être au cœur de la lutte. Il va falloir que ce référent se forme ce référent puis les services techniques, enfin, la population se forme pour reconnaître l'ambroisie dès son arrivée, pour pouvoir agir en précoce et se former également pour savoir comment agir. Ces formations sont assurées par les coordinateurs départementaux de ce projet. Le référent est au cœur de la lutte. S'il reçoit un signalement ambroisie par la plateforme ou lui-même il fait des prospections, il va aller voir retrouver le propriétaire ou le gestionnaire de l'endroit où il y a eu le signalement ambroisie, puis coordonner la lutte contre la plante. Pardon. Donc, en action sur le terrain, agir en préventif, parce que comme pour beaucoup de problèmes, il faut garder à l'esprit que la meilleure des luttes, ça reste toujours la prévention. Et donc, pour prévenir plutôt que guérir, qu'est-ce que les collectivités peuvent faire? Ben, c'est cartographier et surveiller les zones à risque, je le rappelle, les berges de cours d'eau, les bords de route et surtout les zones de travaux, parce que même si vous dites j'ai pas d'ambroisie autour de chez moi, oui, mais dès qu'il y a des travaux, on peut voir que des graines peuvent être apportées par les engins. Et puis en même temps prendre connaissance des zones infestées de proximité pour un peu évaluer le risque. Ces risques préventivement, vous pouvez les réduire déjà en végétalisant les zones nues puisque ça concurrence les ambroisies, et sensibiliser vos professionnels agricoles, parce que voilà, le problème peut arriver par l'agriculture, mais après il pourra déborder en bord de route, bord de cours d'eau. Les professionnels touristiques qui peuvent être bien impactés par l'ambroisie, on ne peut pas faire du canoë au milieu d'une rivière infestée d'ambroisie. Vos agents territoriaux, le milieu associatif aussi, tout ce qui est chasseurs, pêcheurs, randonneurs, qui peuvent être des sentinelles, ainsi que la population pour signaler l'ambroisie. Ces formations sont assurées par les coordinateurs départementaux du projet, qui assurent aussi un appui, un suivi auprès des collectivités, en espérant qu'après elles acquièrent une autonomie. Donc, ça peut être un accompagnement à des prospections, comme par exemple dans l'ACES, dans l'Aude, des interventions auprès des services départementaux des routes. Bon, là, en Ariège, ça se fait dans tous les départements d'Occitanie. Et puis sinon, en principe de gestion, garder en tête la surveillance du réseau afin de privilégier la gestion de l'ambroisie dès son arrivée et ne pas attendre que le problème soit trop important. Donc pour ça, une idée force, c'est de réduire les risques de présence en amont, et notamment en contrôlant donc tout ce qui est arrivé de terre ou de matériel qui pourrait être infesté par des graines d'ambroisie. Donc ce contrôle d'intrants peut être fait par exemple le référent communal qui peut, quand mettons s'il y a des gros travaux routiers ou un bâtiment qui se construit, il peut aller rencontrer le chef de chantier pour lui dire tiens, moi je m'occupe d'ambroisie, et ne serait-ce qu'en parler pour dire nous on est vigilants, et pourquoi pas inclure des clauses d'ambroisie dans les CCTP. Ça se fait en région Rhône-Alpes pour mettre les gens des travaux publics face à leurs responsabilités. On peut aussi déjà penser à faire des engazonnements, des paillages d'endroits qui vont être mis à nu pour éviter l'implantation des ambroisies. Et là, sur la photo, on voit souvent, malheureusement, des zones où il y a eu des apports de terre infestés, et l'année d'après, on voit des ambroisies qui vont lever. Et puis, si on est malheureusement sur des zones déjà impactées, comment on va pouvoir agir en curatif? Alors, en cas de forte infestation,
il faut, je pense, se donner des objectifs réalistes avec des priorités de gestion pour ne pas se décourager. Mais donc, ça peut être fait, par exemple, en cartographiant les zones impactées sur la commune avec évaluation du nombre de plantes et des risques pour la population. Est-ce qu'on est dans un parc, un jardin à côté d'une école, sur une zone fréquentée, par exemple, sur des plages dans les cours d'eau, choses comme ça, pour pouvoir mettre en place prioritairement des actions de lutte dans ces endroits, puis après l'étendre au fur et à mesure sur toute la commune. Dans les méthodes de lutte, donc je n'ai pas le temps d'aborder tout ça, mais il y a plein de documents, je vous donnerai les liens, mais il faut savoir que l'arrachage, quand il est possible, c'est-à-dire quand l'infestation n'est pas trop importante, reste vraiment la meilleure des solutions. On arrache les plantes, elles restent sur place, ça ne fait pas de repousse, et c'est vraiment efficace. Et puis, quand on est plusieurs, finalement, un arrachage, on s'en aperçoit quand on fait des chantiers d'arrachage, finalement, c'est surmontable. Et c'est tellement efficace, c'est tellement valorisant que c'est une des bonnes méthodes pour sensibiliser les professionnels, toujours pareil, les milieux associatifs, la population, par des actions citoyennes qui peuvent permettre de fédérer cette lutte. Et ces animations, toujours les coordinateurs départementaux sont là pour vous aider à les mettre en place et à vous appuyer sur ces actions. Bon, pour ce qui est bord de route, justement en Rhône-Alpes, où ils sont impactés depuis bien plus longtemps qu'en Occitanie, ils ont fait un protocole avec la société Rousseau, comment on peut agir en bord de route. Donc déjà, c'est repérer où sont les linéaires pour agir que sur les linéaires où il y a de l'ambroisie. Pas la peine de faire ça sur toute la commune quand il n'y en a pas. Alors, si on est obligé de faire une fauche de sécurité en mai, c'est la faire la plus haute possible pour garder cette concurrence végétale. Et même encore mieux, si on est sur des zones droites, pourquoi pas laisser la végétation avant de faire la première fauche ambroisie qui, elle, devra se faire au moment où les fleurs, juste avant la floraison, donc entre mi-juillet et fin juillet. Mais vous voyez sur la photo de droite, attention, quand on coupe une plante d'ambroisie, elle va refaire des brins et donc refaire des épis mâles et des fleurs femelles, donc relarguer du pollen dans l'air. Donc il va falloir y passer une deuxième fois au bout de 4 à 6 semaines et encore une troisième fois au bout de 4 à 6 semaines pour éviter la reproduction d'épis floraux. Donc vous voyez que c'est assez lourd comme action, donc pour ça que c'est mieux de prévenir plutôt que de guérir. Il faut savoir, pas de fauchage quand les plantes sont en graines, parce que avec les pareuses, c'est là qu'on va amener des graines plus loin sur les linéaires ou sur les talus à côté. Donc il vaut mieux laisser les plantes sur place et après reprendre une gestion l'année d'après au bon moment. Et pour finir, je vais montrer un exemple sur la ville d'Uzès, un aménagement, donc en bord de route où il n'y avait pas d'ambroisie. Puis là, les services techniques me disent, mais on a eu de l'ambroisie sur un nouvel aménagement, donc on a fauché, mais il y a à nouveau des ambroisies. Donc on a fait finalement une réunion avec les services techniques et le maître d'ouvrage, qui avait prévu de faire une végétalisation classique, et finalement, à l'issue de cette réunion, la préconisation était que les services techniques refassent encore un arrachage des plants qui avaient repoussé, et surtout que le maître d'ouvrage fasse une végétalisation avec un mélange adapté, très diversifié, pour donner un maximum de chances pour qu'il y ait une couverture du sol, et avec une très forte densité. L'année d'après, on est venu voir. Donc, en fait, la végétalisation avait eu de la peine à s'implanter et sur les zones très peu végétalisées, des ambroisies étaient ressorties. Donc, les services techniques les ont arrachés à nouveau à la main. Ils ont passé deux grosses matinées. Mais l'année d'après, donc en 2021,
la végétation s'était très bien implantée et aucune ambroisie n'est sortie. Donc, les deux raisons, c'est que les services techniques avaient évité par leur travail de prévention et leur arrachage qui est une trop forte grenaison. Enfin, ils avaient évité de rajouter des graines d'ambroisie sur cet aménagement. Et le sol n'ayant pas été retravaillé grâce à l'aménagement et au fait que la concurrence soit très forte, les graines d'ambroisie encore présentes dans le sol n'étaient pas en condition de pousser. Donc après, évidemment, ce linéaire, il a fallu le faucher, mais en pensant à le faucher très haut pour garder la concurrence végétale et quand même un suivi qui est beaucoup plus léger, mais voir est-ce qu'il n'y a pas quelques pieds d'ambroisie qui, profitant d'un petit peu de sol nu, vont relever, donc là, les arracher et faire ça plusieurs années, mais sachant que l'arrachage étant bien efficace et la végétalisation aussi, de moins en moins de temps à y passer. Donc voilà, donc c'est possible de lutter contre l'ambroisie, il ne faut pas se désespérer, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Il faut y être tous les ans. Et pour finir, donc il y a plein d'outils pour communiquer et sensibiliser sur votre territoire. Ces outils se trouvent sur ont été produits par l'Observatoire des ambroisies. Donc vous avez des outils, des expositions, des flyers, des outils pour jeunes publics. On peut faire des interventions à l'école, c'est intéressant. On a des documents techniques agricoles, des documents pour le grand public et feuilles de route aussi pour les collectivités. Vous retrouvez tous les liens sur ces documents. Voilà, pour aller plus loin, évidemment, pour retrouver votre coordinateur départemental ambroisie, vous pouvez cliquer sur ça et vous retrouverez son nom, sinon me contacter également à moi, puis plein de liens pour signaler la présence des ambroisies, ce qui est très important, et voir un petit peu plein de documentation. Voilà, donc je vous laisse aux questions. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation qui se voulait aussi très opérationnelle et pour donner des clés aux communes pour agir. J'en profite pour compléter la petite liste amorcée par Samuel tout à l'heure. Végétalisons donc aussi pour une raison supplémentaire pour éviter que l'ambroisie occupe l'espace quand le terrain est nu. Et ceci est bien évidemment valable pour les autres exotiques, enfin pour d'autres exotiques envahissantes qui viennent prendre les places qu'on leur laisse, puisque la nature a horreur du vide. Je précise aussi qu'avec Florian, on se fait les relais de tous ces outils qu'Anne-Marie a présentés. Donc, quand on vous rencontre sur le terrain, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous les partage, parce qu'on a beaucoup d'outils à votre disposition et le plus important, c'est qu'ils arrivent entre vos mains. Voilà. Donc, je vous invite aussi à poser des questions, toujours dans les questions-réponses. Et puis, je propose à Florian de poser la question que l'on avait retenue tout à l'heure sur les questions agricoles, puisque… Oui, alors bon, pas d'autres questions entre-temps, hein, donc on va reprendre la question de Monsieur Jumel. Donc, sauf erreur de ma part, le régras est très allergisant, les parcelles agricoles peuvent être très infestées par le régras. Que peut-on faire pour aider, accompagner les agriculteurs à mieux gérer ces flores allergènes sur de très grandes surfaces avec donc un impact potentiellement très fort? Peut-être que Anne-Marie, tu as peut-être des pistes, puisque Anne-Marie a contribué à un guide je dirais sur la gestion d'ambroisie en milieu agricole. Voilà. Effectivement, en milieu agricole, le régras est une plante très, très problématique et effectivement, je n'avais pas pensé au côté allergène. Pour l'ambroisie, bon, en milieu agricole, oui, voilà, il y a une plaquette, on essaie aussi on a plein de solutions agricoles. Malheureusement, pour le régras, ce télescope avec, peut-être un peu en contraste, comment dire, pas les mêmes que celles pour l'ambroisie, puisque pour l'ambroisie, on dit il faut passer sur des cultures d'hiver, donc des chaumes, et le régras impacte les chaumes. Donc voilà, il va falloir pour les agriculteurs gérer un peu tout ça, effectivement, par le biais de rotation et des choses, mais c'est vrai que les deux problématiques ambroisie plus régras sur une même parcelle, ça va demander un accompagnement agricole, voilà, une réflexion assez poussée. Merci. Est-ce que Samuel, vous auriez un complément à ça ou non ? Ok.
Je précise que justement, Anne-Marie, prochainement, va intervenir dans une journée où on va travailler avec les différents animateurs de groupes, de collectifs d'agriculteurs voilà, dédiés à la réduction des produits phytosanitaires, pour réfléchir aussi à toutes ces alternatives de désherbage mécanique pour que toute cette gestion de plantes qui peuvent poser problème pour une raison ou pour une autre soit aussi fait un maximum sans intrants pour ne pas générer aussi des problèmes de pollution liés à tout ça. Voilà. Voilà, ce qu'on pourrait rajouter, le webinaire était pour les GEVI, on a abordé le problème grâce à la question de M. Jumel agricole, mais il ne faut pas que les gens se mettent la responsabilité et se renvoient dos à dos les responsabilités, et ce côté lutte concertée est vraiment très important. Samuel l'a évoqué pour la ville. Si le service espace vert ne parle pas au service santé des végétaux, voilà ce qui peut arriver. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire des plans de lutte concertés à l'échelle d'un département. Là, on l'a vu avec les arrêtés préfectoraux, mais après, ça peut être décliné à l'échelle d'une collectivité, d'une communauté de communes, et dire c'est pas la faute aux agriculteurs, c'est pas parce que l'agriculteur de l'Ambroisie a son champ que ça va sur le bord de route, et le bord de route dit enfin voilà, chacun se renvoie la balle. Non, il faut faire des actions concertées parce que c'est pas les mêmes périodes d'intervention, je dirais, et donc voilà, c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'on avancera en discutant tous autour d'une table sur comment faire et finalement ce côté collectif quelque part pour agir. Merci Anne-Marie de le souligner, et je vais rajouter un type d'acteur en plus dans cette concertation que tu as évoqué, c'est les acteurs touristiques. Je me permets d'en parler parce que donc dans le cadre de la mission autour Objectif Zéro Phyto, on accompagne aussi les campings et les structures touristiques en général. Samuel l'a dit tout à l'heure, 30% de la population environ allergique au pollen, et des gens qui fuient les territoires allergiques pendant les vacances. Donc concrètement, c'est toute l'attractivité des territoires qui est en jeu aussi, parce qu'on a pu le voir avec Anne-Marie, des campings qui sont au bord de cours d'eau où l'amont est infecté d'ambroisie. On peut se poser la question dans quelques années ce que ça va donner, et est-ce que les gens pourront venir en vacances là. Donc il est important que ces acteurs-là soient aussi dans la boucle pour aussi gérer les espaces sur lesquels ils interviennent, mais qu'on puisse collectivement prendre en compte cette problématique. Donc merci Anne-Marie d'avoir souligné cet intérêt de travailler tous ensemble. Et puis je vais laisser Florian prendre la question qui est arrivée entre-temps pour la relayer à Anne-Marie. Effectivement, monsieur Jean-Pierre Sauvadon, c'est un témoignage. Je confirme que l'arrachage manuel est très efficace et on voit des effets en 2-3 ans, avec sur certains secteurs la disparition complète de l'ambroisie. Donc, de l'association Stop Ambroisie, justement. Donc, c'est un témoignage intéressant, un retour d'expérience, on va dire, sur une réussite. C'est encourageant, agissant, et nous aurons des résultats. Oui, et c'est vrai, vraiment, l'arrachage manuel est quelque chose de très gratifiant, et faire des chantiers d'arrachage, ça peut devenir un événement convivial, une action citoyenne, et effectivement, si on arrache, alors il va falloir y aller en plusieurs années, mais on voit réellement la diminution des populations. Sauf si on a une contamination, si on a un cours d'eau qui a une contamination à l'amande, ça veut dire là aussi, et ça se fait en concertation avec les syndicats de rivière sur tout le cours d'eau, mais c'est vraiment efficace. Par contre, il ne faut pas lâcher le morceau, c'est-à-dire c'est un travail de longue haleine, parce que je l'avais dit au début, les graines d'ambroisie vivent très longtemps dans les sols. Si on fait une couverture végétale, comme j'ai montré à Uzès, l'ambroisie, quand elle n'est pas en bonne condition pour germer, elle ne germe pas, et on peut retrouver ça en milieu agricole, mettons si on implante une prairie ou chose comme ça, mais dès qu'on va remuer le sol, s'il y a des graines d'ambroisie, même au bout de 10 ans, elles vont regermer, donc il faut toujours être méfiant. Voilà. Et puis, j'invite toutes les collectivités à faire vraiment très attention quand ils font des travaux, quand il y a des travaux routiers, des travaux sur des bâtiments, parce que vraiment, par exemple, en sud de Lozère, malheureusement, dès qu'il y a des travaux routiers, l'année d'après, il y a des graines, il y a des ambroisies, parce que souvent les engins viennent de zones
pas très loin qui sont infestés par l'ambroisie, donc il y a des graines d'ambroisie dans les engins. J'ai cité la Lozère, mais je pourrais citer plein d'autres départements. Merci Anne-Marie pour ces exemples très concrets. Samuel, on n'a pas entendu. Mince. Alors, on est désolé, le micro de Samuel ne fonctionne plus. Dans tous les cas, s'il y a des compléments, on les prendra on va faire un mail récapitulatif à ce webinaire qu'on va rediffuser. Donc, Samuel, ne pas hésiter à nous transmettre des éléments complémentaires et on les intégrera. On est désolé de ce souci technique. Je vois pas d'autres questions dans l'immédiat, mais vous avez surtout pu repérer 2 interlocuteurs clés sur le sujet. Que sont Anne-Marie et Samuel. On vous partagera leurs coordonnées. Nous sommes aussi, Florian et moi, vos interlocuteurs. Et puis, je vais simplement conclure en vous disant en quelques mots que nous avons... ah oui, un petit mot quand même sur les actualités. Donc, tout ceci, c'est du temps, de l'investissement, parce qu'avant tout, c'est aussi de la gestion de projet derrière. C'est Samuel qui n'a plus son micro, mais qui dit de penser à mettre des gants et des masques lors des arrachages. Alors, les masques quand les plantes sont en pollen, hein, mais des gants, oui, quand on arrache, voilà, c'est bien mieux d'avoir des gants et laisser les plantes sur place. Donc, pardon, voilà, je redonnais la parole à Flo. Oui, et puis tout ça pour éviter de disséminer les graines, et ça me fait même rebondir sur, quand on parle concertation, sensibilisation, n'oublions pas que les habitants eux-mêmes sont à sensibiliser, parce que parfois les graines sont présentes dans les mélanges de graines qu'on donne aux oiseaux. Donc finalement, c'est l'ensemble du public qui est concerné, donc soyons conviviaux et coopératifs pour œuvrer ensemble à résoudre le problème. Voilà, donc un petit flyer de sensibilisation. Toute commune qui est intéressée, tournez-vous vers Anne-Marie et ça peut vous faire de la ressource aussi pour vos bulletins municipaux et pour partager auprès des habitants. Alors, moi, je voulais juste dire en un mot, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a un dispositif national proposé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'appelle le volontariat territorial en administration, qui permet à des communes rurales d'embaucher un jeune diplômé pour justement faire de la gestion de projet. Et donc, si vous avez envie d'investir ces questions, n'hésitez pas à mobiliser cette ressource qui permet parfois pour des communes qui n'ont pas forcément les moyens de se doter en ingénierie interne pour porter ces projets-là. Et puis, vous avez bien sûr la plateforme Aide Territoire qui permet de recenser toutes les aides disponibles sur le territoire. Et enfin, je citais simplement un appel à projet de l'agence de l'eau Adour-Garonne sur des questions d'eau. Alors, c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais finalement, rien n'est très éloigné, donc c'est intéressant de vous en parler. Tout ceci, on vous le relaie sur notre newsletter, donc n'hésitez pas à vous y abonner pour être au courant. Et puis, surtout, Anne-Marie anime aussi une newsletter sur la question de l'ambroisie. Florian, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Voilà, donc n'hésitez pas, chacune des missions sur lesquelles on anime des démarches à l'échelle de la région, sur les questions d'eau potable, sur les questions donc, de réduction des phytos en espace non agricole et sur les questions de lutte contre les ambroisies. On a des sites internet dédiés, des centres de ressources dédiés et des lettres d'infos dédiées. Donc tout ça pour vous aider à avancer dans le temps et à rester informé. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux où on relaie aussi de l'actualité sur ce sujet. Florian, si tu peux simplement passer à la dernière diapo. Voilà, pour vous dire que nos webinaires sont rediffusés, je vous l'ai dit en début, sur la chaîne YouTube, donc Fredon Occitanie GV. Vous pouvez donc en retrouver un sur des outils d'aide, un sur à l'attention des campings, sur la réduction des pesticides, un sur le fait d'utiliser le végétal comme alternative, puisque c'était quand même l'ordre aujourd'hui, c'est végétaliser en faisant attention donc aux plantes qui peuvent générer des problématiques sur la santé humaine. Mais il est aussi important d'avoir les bons réflexes quand on végétalise pour soigner le végétal lui-même, celui qu'on veut et qu'on veut garder longtemps. Donc, on vous a donné un petit peu des clés ce jour-là et vous pouvez les retrouver. Et puis enfin, un dédié au cimetière. Je n'en dis pas plus, vous pourrez tout retrouver sur la chaîne YouTube. Puis, je vais simplement vous remercier pour votre attention. Vous dire que le cycle de webinaire 2020, de l'année en tout cas, se termine. Et que on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux épisodes et pour continuer à travailler ensemble et collectivement sur ces thématiques pour réduire l'usage des phytosanitaires dans les espaces non agricoles.